Avez-vous déjà fait tellement confiance à quelqu'un que vous en avez oublié de vous faire confiance? Avez-vous déjà eu l'impression que votre silence criait plus fort que tous vos mots? Et si votre empathie, celle-là même que l'on vante tant, était en réalité l'outil qui vous expose le plus à la souffrance? Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à la compréhension de nous-mêmes. Là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de puissance. Et là où le pouvoir prédomine, l'amour est absent. Carl Jung, la plupart des gens vivent dans un mythe, celui de leur propre bonté. Nous tous, à un moment donné, nous plions en quatre pour maintenir la paix. Nous feignons de ne pas voir. Nous ravalons nos cris. Nous cédons une fois de plus par peur de paraître trop durs. Mais il existe un point de rupture presque imperceptible où l'empathie cesse d'absorber et commence à voir. Ni avec colère, ni avec douleur, mais avec une froideur effrayante. C'est une plongée profonde, comme un sombre couloir vers l'âme. Car l'empathie froide est plus dangereuse qu'un narcissique. Il existe un silence qui ne cherche pas la paix. Il n'est ni vide ni silencieux. C'est un silence dense, millimétrique, perçant. Et quiconque l'a ressenti sait qu'il peut faire plus mal que 1000 mots hurlés. Ce n'est pas le silence de la peur, c'est le silence de quelqu'un qui en a trop vu, qui a tout digéré et qui voit maintenant. Imaginez un empathe. Pas la caricature angélique que le monde a créée. Pas le gentil au récit superficiel. Mais quelqu'un qui a passé sa vie à capturer des micro-expressions, à ressentir le poids des pauses au milieu de phrases normales, à remarquer de subtils changements d'intonation que personne d'autre ne remarque. Ces personnes ne croient pas aux choses, elles ressentent. Et c'est précisément pourquoi elles sont des cibles idéales pour les prédateurs émotionnels. Le narcissique, par exemple, aime les publics sensibles, ceux qui interprètent leur silence comme de la douleur, leurs accès de colère comme des traumatismes non résolus, leur arrogance comme un appel à l'amour. Et l'empathe, fidèle à son rôle de guérisseur silencieux, s'offre non par faiblesse, mais par compassion. Mais que se passe-t-il lorsque cette compassion se transforme en épuisement? Lorsque celui qui a tout absorbé commence à soupçonner d'être utilisé comme dépotoir émotionnel? Lorsqu'il réalise que, derrière le discours « tu es trop sensible », se cache une stratégie pour le faire douter de lui-même? Jung nous avait prévenu, ce que nous nions en nous-mêmes apparaît ensuite comme le destin. Et ce que l'empathe nie souvent, c'est sa propre colère, sa propre intuition, sa propre ombre, jusqu'à ce qu'elle émerge, non pas dans la fureur, mais dans la clarté. C'est le tournant. Et peut-être avez-vous vécu ce moment sans le nommer. Ce moment où, face à une accusation absurde, vous n'avez pas pleuré, n'avez pas cherché à vous expliquer. Vous avez juste regardé fixement comme si vous voyiez pour la première fois la créature derrière le masque, non pas avec haine, mais avec le calme chirurgical de quelqu'un qui s'est enfin réveillé. C'est ce que Jung appelait la confrontation avec l'ombre, un rite intérieur où tout ce qui était caché s'organise dans le silence et crée la lucidité. L'empathe froid n'est pas vengeur, ne crée pas de scandale. Il cesse simplement d'absorber. Et à cet instant précis, le manipulateur désespère, car sa force n'a jamais résidé dans la vérité, mais dans sa capacité à déformer les émotions. Et désormais, il n'y a plus de miroir pour les refléter avec compassion. Cette transition est subtile, presque imperceptible pour les étrangers, mais intérieurement, c'est comme si l'âme cessait d'être une éponge pour devenir un scalpel. Je me souviens d'un cas, appelons-la Clara. Des années de vie avec une partenaire qui alternait gestes d'amour et accès de colère. Elle cédait toujours, comprenait toujours, jusqu'au jour où il est rentré à la maison et, après une subtile manipulation, Clara a simplement souri de travers sans rien dire. Dans ce sourire, quelque chose était mort, en même temps, naissait. Son silence a fait trembler le manipulateur. Il n'y avait plus de culpabilité à explorer, plus de place pour un renversement narratif. Pour la première fois, il était face à quelqu'un qui le voyait avec une clarté absolue. Et c'est quelque chose que les narcissiques ne supportent pas. Jung disait que la guérison ne vient pas du confort. Elle naît de la confrontation avec ce que l'on préfère ignorer. Et pour l'empathe, cette confrontation est dévastatrice, car elle exige d'abandonner l'image de soi, celle d'être bon, paisible et compréhensif. On commence à se voir comme quelqu'un qui a aussi du mordant, et qui plus est, quelqu'un qui peut s'en servir sans perdre son humanité. Mais ce nouvel état de conscience est lourd de conséquences, car on voit désormais le jeu en temps réel. On remarque les compliments qui cachent des tentatives de contrôle, on remarque les silences remplis d'exigences, on comprend que certains besoins sont en fait des exigences camouflées. Cela nous isole, car alors que la plupart sont encore coincés dans le scénario émotionnel, on est déjà de l'autre côté de la scène. On voit les marquages au sol, les effets de lumière, le scénario tout entier. On est devenu réalisateur et on ne veut plus jouer dans le drame de qui que ce soit. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité.
et la lucidité dans un monde de bruit émotionnel semble inhumaine. Mais savez-vous ce qui est plus dangereux qu'un narcissique? Quelqu'un qui voit le narcissique, quelqu'un qui comprend sa logique et choisit de ne pas réagir, mais d'agir avec précision. C'est l'empathie froide, et c'est là que commence la fin de partie. Il y a des blessures qui ne crient pas. Elles murmurent des pensées intérieures pendant que vous faites comme si tout allait bien. L'empathie n'est pas bonne parce qu'elle veut être perçue comme bonne. Elle est bonne parce qu'elle a appris très tôt que sa survie en dépendait. La plupart des empathes sont nés dans des environnements où l'amour était conditionnel. On a appris que ressentir pour les autres était plus que d'être ressenti par eux. Et puis a commencé la prison, où l'on est devenu responsable des sentiments des autres, tandis que les siens étaient enfermés au sous-sol. Jung disait que toute conscience commence par un acte de séparation. Et le premier traumatisme de l'empathie a peut-être été précisément celui-ci, la séparation entre ce qu'il ressent et ce qu'il montre. Il y a un moment, aussi intime que dévastateur, où cette dissociation ne peut plus être maintenue. Ce moment ne s'accompagne généralement pas de violence, mais d'un silence étouffant. C'est le moment où l'on réalise qu'on a été manipulé à nouveau, qu'on a cédé à nouveau, qu'on s'est trahi une fois de plus. Ce moment est ce que Jung appellerait la rupture du soi adapté, un effondrement subtil mais profond, où l'âme hurle « assez ». Ce n'est pas un cri extérieur, juste une lassitude ancestrale. Et c'est à ce moment-là que quelque chose change. On commence à se souvenir non seulement de ce qui a été fait, mais aussi de la manière dont cela a été fait. Les mots placés avec un soin chirurgical pour vous blesser sans culpabilité, la distorsion de votre ton de voix, ce « tu exagères » qui vous a fait douter de votre propre santé mentale. Jung appelait cela la conscience émotionnelle claire. Le moment où l'on est pris au piège, non seulement par le ressenti, mais aussi par la compréhension. Et la compréhension, lorsqu'elle naît de la douleur, a un pouvoir dangereux. Elle ne veut plus se cacher. Cette lucidité ne se présente pas comme une illumination spirituelle, mais comme un deuil. Car à ce moment-là, il faut enterrer non seulement les relations qui vous ont blessé, mais aussi la version de vous-même qui a tout permis. Vous vous regardez dans le miroir et murmurez « Comment ai-je pu laisser cela arriver ?» Et puis la situation s'inverse. Mais avant cela, la douleur est intense, car se libérer d'une prison exige de reconnaître qu'on y est resté trop longtemps, même lorsque la porte était déjà entr'ouverte. C'est la partie la plus brutale de la lucidité. Elle ne tolère plus les excuses. La lucidité née d'un traumatisme est comme un scalpel tranchant. Elle coupe, mais elle révèle aussi. Elle révèle l'enfant qui a appris que l'amour était une question de réparation. Elle révèle l'adolescent qui a cédé pour être accepté. Elle révèle l'adulte qui confond compassion et soumission. Mais surtout, elle révèle la puissance qui a toujours été là, latente, réduite au silence, mais intacte. À ce moment-là, vous ne cherchez plus à convaincre qui que ce soit. Vous n'expliquez pas votre silence. Vous ne cherchez plus à paraître vertueux. Vous êtes tout simplement. Et c'est intolérable pour les manipulateurs, car la force de l'empathe ne réside pas dans le fait de crier sa douleur, mais dans le fait de la voir sans se perdre. C'est dans le fait de la ressentir et de choisir avec qui la partager. C'est dans le fait d'avoir le cœur ouvert et les portes fermement closes. La clarté est le plus beau cadeau que puisse offrir un traumatisme. La froideur qui surgit ici n'est pas de l'hostilité. C'est une limite absolue. L'empathe, à son réveil, réalise qu'il n'a plus besoin de justifier ce qu'il voit. Il n'a plus besoin de s'excuser de voir au-delà des mots. Il regarde simplement et comprend. Cela déstabilise tout manipulateur, car il se nourrit du déséquilibre émotionnel qu'il provoque. Et lorsqu'il ne trouve plus de terrain fertile pour ses distorsions, il s'effondre. L'empathe froid ne crie pas, ne riposte pas, il se retire. Et rien n'est plus insupportable pour un narcissique que de perdre la plateforme qui a alimenté son spectacle. Cette nouvelle posture effraie non seulement le narcissique, mais tout son entourage. Vos amis et votre famille commencent à trouver cela étrange. Vous avez changé, vous êtes plus distant, plus dur, mais vous n'êtes plus endurci. Vous êtes plus conscient. Le changement est effrayant, car vous ne réagissez plus selon les attentes. Vous abandonnez le rôle de martyr, et les scénarios que les autres vous ont répétés ne fonctionnent plus. Jung parlait de l'importance d'être entier, et non bon, et l'empathe éveillé le comprend. Être entier, c'est accepter que votre empathie n'a pas besoin d'être accessible à tous. Vous pouvez choisir, vous devez choisir, car l'empathie sans critères est un lent suicide émotionnel. L'empathie sélective émerge lorsque vous comprenez que toutes les souffrances ne requièrent pas votre compassion. Certaines douleurs sont des boucliers, certaines larmes sont des stratégies, certaines explosions des accroches cachées. Vous commencez à vous en rendre compte non pas à travers les discours, mais à travers leurs effets. Vous sortez d'une conversation plus fatiguée qu'à votre arrivée. Vous avez l'impression de passer votre temps à expliquer, à vous défendre, à essayer de renouer.
Vous réalisez que certaines relations ne sont pas des ponts, mais des labyrinthes. Et puis quelque chose bascule. Vous commencez à protéger votre énergie comme quelqu'un qui protège un hôtel. Vous réalisez que votre âme n'est pas un lieu public, c'est un temple. L'empathie sélective, c'est cela, le choix conscient de ceux avec qui vous partagez votre profondeur. Parce que maintenant, vous savez que ceux qui ne respectent pas votre douleur ne méritent pas d'être entendus. Ceux qui usent de leur propre fragilité pour manipuler ne méritent pas votre étreinte. Ceux qui ne vous recherchent que lorsqu'ils ont besoin de vous, mais disparaissent lorsque vous vous effondrez, ne méritent pas votre présence. Et le plus dur, c'est de comprendre que vous avez souvent accepté cette attitude, non par faiblesse, mais par foi. La foi que l'autre changerait. Mais le véritable amour, offert à ceux qui ne veulent pas voir, devient un sacrifice inutile. Cette nouvelle prise de conscience change tout. Vous ne réagissez plus impulsivement. Vous respirez avant d'offrir votre aide. Vous écoutez, mais n'absorbez pas. Vous acceptez, mais seulement dans la mesure où vous ne vous annulez pas. C'est à ce niveau de transformation que l'empathe cesse d'être un miroir pour devenir un phare. Il ne reflète plus la douleur des autres comme si c'était la sienne. Il illumine ce que l'autre ne voit pas encore, mais seulement s'il veut le voir. Lorsque vous voyez enfin tout et que vous n'avez plus besoin de faire semblant de ne pas l'avoir vu, la question change. Ce n'est plus « Pourquoi m'ont-ils fait ça ?» mais « Que vais-je faire du pouvoir que cette douleur m'a donné ?» L'empathe transformé est dangereux, non pas parce qu'il devient cruel, mais parce qu'il pourrait désormais l'être et choisir de ne pas l'être chaque jour. Jung disait que chaque être humain, en prenant conscience de son ombre, découvre aussi sa capacité de destruction, non pas comme une métaphore, mais comme une vérité psychologique. Car ceux qui voient trop peuvent manipuler. Et c'est là que l'éthique devient un abîme, car ce que l'empathe porte après sa transformation est plus que de l'empathie. C'est un véritable pouvoir psychique. Il sait quand quelqu'un ment. Il reconnaît le scénario émotionnel avant même que la première phrase ne soit terminée. Et s'il le voulait, il pourrait utiliser tout cela pour blesser sans jamais élever la voix. Mais c'est là que surgit le dilemme éthique, car l'empathe froid n'est plus naïf. Il sait que sa lucidité peut être une arme ou un baume. Il sait que son silence peut être une forme de paix ou de punition. Il sait que sa capacité à voir peut libérer ou emprisonner. Et la question qui le tourmente est « Qui suis-je devenu maintenant que plus personne ne me contrôle ?» La véritable transformation ne s'arrête pas à la froideur. Elle commence après, dans le choix conscient de ce qu'il faut faire de la clarté qu'il possède désormais. Il ne s'agit pas de tout pardonner, ni d'aller de l'avant rapidement. Il s'agit de décider avec qui il vaut la peine d'investir votre vision, qui mérite votre profondeur, qui peut grandir à vos côtés et non pas simplement s'accrocher à vous. C'est la maturité psychique dont Jung parlait si souvent. Vous êtes donc arrivé jusqu'ici. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous le savez déjà. Vous saviez que votre sensibilité n'était pas un défaut, mais un don mal utilisé. Et peut-être comprenez-vous maintenant ce que Carl Jung a essayé de nous montrer tout au long de sa vie. Guérir ne consiste pas à choisir entre la lumière et l'ombre, mais à permettre aux deux de cheminer ensemble en silence en vous. Car la véritable force de l'empathe froid ne réside pas dans le fait de se protéger de tous, mais dans le fait de choisir avec maturité qui mérite de traverser son monde intérieur. Vous n'avez plus besoin de prouver votre bonté, ni de porter la douleur de ceux qui refusent de changer. Vous n'avez plus besoin de sauver qui que ce soit. Il faut juste se rappeler que l'empathie est sacrée et qu'à un moment donné, aimer l'autre sans critère signifie cesser de s'aimer soi-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous vous êtes reconnu dans ces chapitres et que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à vous abonner à la chaîne pour poursuivre votre cheminement vers la découverte de soi avec nous.